Ouais, je suis Brisa Rocher. Je suis née à la maison dans le nord de la Californie, sur une péninsule, dans une ambiance hippie. Mon père était plus, il avait 10 ans de plus que ma mère, donc plus beatnik, très aventurier, très littéraire, très manuel. Et ma mère, très jeune, qui fuyait la grande ville, qui était San Francisco, elle a grandi. Et à San Francisco, elle avait été assez politique et très sauvage. Elle est allée voir Jimi Hendrix, Janis Joplin et tous les concerts. Elle était active avec un truc qui s'appelait The Family Dog, qui était une espèce d'église où des gens formulaient des plans pour partir ensemble vers la campagne et faire des projets back to the land en commune un peu. 7 heures en nord de San Francisco, sur la côte de la Californie, voilée, protégée par ce qu'on appelle the Redwood Curtain, le rideau séquoia qui est la grande forêt et un temps très pluvieux, très brouillardeux. J'ai grandi dans ça avec ma mère qui était une artiste et puis jeune et puis très dans ce mouvement Back to the Land. Donc j'avais pas de sucre, j'avais pas de pain blanc, on faisait nos farines, et donc il y a eu ce moment un peu idéal. Il vivait sur ce grand terrain sur lequel je suis conçue, née et où j'ai grandi jusqu'à mes 13 ans. Donc il y avait plein de gens qui venaient, qui dormaient, qui campaient, mais c'était pas vraiment une commune officielle. Et donc il y avait plein de nudité, plein de chansons, plein de littérature, plein de poésie. Il y avait des chevaux, il y avait des jardins, il y avait des saunas, il y avait mon père qui construisait un grand bateau. En fait, sauf il y a un moment où tout ce monde bascule, pas que pour nous, mais pour globalement, je dirais, dans cette Californie du Nord. Et c'était l'arrivée de la cocaïne. En gros, l'aspect un peu disco des grandes villes a rattrapé la campagne où ils étaient, peut-être juste comme un symptôme d'un changement qui devait se faire quand même. Tous les hommes sont partis, fonder une nouvelle famille ailleurs et laisser tomber toutes les femmes avec les enfants dans cet endroit rural. Et donc là, ça c'était un peu la fin du rêve un peu dur pour toutes ces mamans. Et puis à 13 ans, on est parti vivre à la montagne avec ma mère et mon beau-père, carrément pour faire du homesteading. Quand tu vas dans la montagne, dans la forêt, sans rien, et tu campes et tu creuses un puits et tu cherches de l'eau d'une source et tu construis de rien ta cabane et puis tu vis en autarcie dans la cabane. Et le monde de la drogue était très compliqué, dangereux et puis j'essayais aussi, quand j'étais petite, de plaire à mes parents, mes 2 parents qui étaient très différents. Et ça a cultivé une personne qui était complètement déphasée avec les enfants de mon âge et la culture pop de ma génération. Il y avait un espèce de revival, 70s, 40s. Chez les femmes, chez les maisons, chez l'art, il y avait revisitation des années 40. Et ma mère, elle aimait déjà le fashion des années 40 mélangé à son truc hippie. Mais on n'écoutait pas beaucoup de jazz, pas beaucoup de blues particulièrement. J'avais été dans une chorale d'enfants. On est parti en Russie, en Roumanie. Et juste après ce voyage-là, j'ai arrêté le choral. J'ai reçu ma guitare. Et puis on est allé vivre à la montagne. Donc je commençais à écrire des chansons au lieu de la poésie ou des deux en même temps. Mais c'était pas du tout jazz, c'était très folk, un peu surréaliste, très jeune. Et donc cette musique-là a perduré parce que à 16 ans, je suis partie de la montagne et je suis allée vivre à Seattle avec mon père. Et c'était donc en plein moment grunge. Mais quand je suis arrivée, mon père est mort. Et donc, moi, j'étais trop traumatisée par la drogue et l'alcool chez mes parents. Parce que moi, j'étais straight edge, mais je pouvais pas aller voir Kurt Cobain et Pearl Jam et tout ça parce que
Ça rimait à l'alcool et la fête. Et puis, je savais pas comment être avec les gens de mon âge de toute façon. Et j'étais toujours bizarre et j'étais toujours sérieuse. Et là, j'étais orpheline puisque mon père était mort. J'étais soudainement dans une grande ville de Seattle. Il fallait que je travaille, que je finisse l'école, Donc, seule manière où j'ai pu être dans les fêtes, parfois avec des gens de mon âge, de mon lycée, qui était un lycée super, un Nova Project, qui était autogéré et tout. Je chantais, j'avais ma guitare, et puis au moins j'avais une chose à faire, et mes mains occupées, et une espèce de place bizarre, dans un coin, dans la fête, des gens de mon âge qui faisaient les choses, normales. Et à cette époque-là, j'ai eu mon premier groupe. Et puis, peu de temps après, j'ai continué à composer. Il y a eu PJ Harvey qui a sorti Dry. Et ça m'a fait une grosse claque. Et cet aspect que j'appelle emo, par contraste entre les parties épurées et très émotifs et un peu tendues, bancales, et puis les parties très dures, très remplies, c'est toujours ça qui, pour moi, décrit le emo music. Je me suis dit, enfin! J'avais une voix très pure et aiguë, des cheveux longs, des gens, j'étais perçue comme un truc un peu sage et pur, sauf que mon vécu était très rough et punk et compliqué et j'avais toute ma vie vécu des choses vraiment intenses. Et là, à ce moment-là, toutes ces années-là, en plus, j'étais livrée à moi-même. Je fais du folk, on va dire. PJ Harvey sort son premier album. Je m'achète une guitare électrique. Il y avait aussi Mary Margaret O'Hara qui faisait des choses qui m'intéressaient beaucoup à ce moment-là, niveau féminin. Et j'aimais bien The Sugar Cubes aussi. Et avec tout ça, j'ai commencé à chercher une façon moins folk et plus tendue à écrire. Et j'arrivais pas à faire exactement ce que j'entendais. Donc je commençais à collaborer avec des garçons pour essayer d'avoir ce son que je cherchais. J'arrivais pas à leur faire comprendre ce que je voulais et que mon expression était plus hard que ce qu'ils percevaient de moi et plus hard que la pureté de ma voix. Et ça m'a tellement frustrée que un jour, j'ai dit « Ok, c'est fini, j'ai vendu mes guitares. » J'ai dit « J'arrête la musique, je peux pas faire ce que j'entends. Personne me comprend. » Je suis constamment remise dans ce rôle de féerique, Liz Phair, machin, bullshit, qui pour moi, c'était pas ce que j'entendais et c'était pas ce que j'aimais. J'ai dit « Ok, c'est fini. » Et à ce moment-là, je travaillais beaucoup. J'ai ouvert un bar de jus de fruits. Je faisais du vélo dans les champs. Encore et encore. Pendant que j'avais pris ma retraite de la musique, je chantais. Et qu'est-ce que je chantais? Je chantais des standards. Et je sais pas comment est-ce que je les connaissais. J'avais des standards, quasiment avec toutes les paroles, déjà dans mon cerveau. No idea why. Complete mystery. Et l'idée d'essayer de franchir le mur pour rentrer dans cette vie de nuit, de jazz très masculine, je suis pas du tout welcoming. J'ai trouvé en moi l'envie de faire du jazz. Et puis je voulais aussi chanter, mais pas chanter mes propres morceaux parce que j'étais devenue trop frustrée et vulnérable avec mes morceaux à moi. Toujours à nu, voilà mes paroles, voilà ma mélodie, voilà ma guitare, voilà mon idée. J'en pouvais plus. Personne me comprenait, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et donc je me suis dit, si je chante des chansons des autres, j'aurais au moins une voie de protection. Donc avec Hélène Virat, on parlait et on a fait le parallèle entre nos expériences en tant que femmes dans l'industrie du jazz et les paroles dans ces morceaux-là qui miroitent les mêmes expériences en fait, même si ces morceaux-là étaient écrits dans les années 30 et 40 et 50 en tant que chanteuse de ça et en tant que femme aussi, mais en fait on s'est dit pretty much the same thing. Pour parler de ce qui peut m'encourager aujourd'hui, sans lécher les bottes de Prohibited Records, quand même, notre collaboration est rentrée dans le sein de
ce label et ce groupe de gens qui se battent et qui sont encore fédérés et qui osent faire les choses et qui travaillent et qui lâchent pas et puis qui ont mon âge et qui ont des parcours que je comprends. Déjà, je me sens bienvenue et soutenue moralement maintenant plus qu'avant parce que je ne savais même pas que ce communauté existait et ça m'a déjà fait beaucoup de bien. Et puis RAD, ça me fait vraiment du bien. Au début, je me suis dit ça va tomber entre album et machin. Sauf que là, je suis à un moment où je sais pas ce que je vais faire avec cet album et donc c'est très bien qu'on a RAD en plus parce que quand on joue live, j'ai l'impression que je peux sortir des choses bien avec ça. Jouer et chanter et parler et crier et avoir des voix différentes. Et Prohibited Records, c'est une inspiration et c'est aussi une nouvelle phase dans ma vie qui me donne du courage et de positivité